Alors, bonsoir à tous, merci d'être venus. Comme vous le savez, nous menons cette année une enquête sur la République. Voici donc la phase 3, la troisième pierre de l'édifice. Nous avons commencé en octobre avec Gérard Leclerc, vous vous en souvenez, qui nous a parlé entre autres des Lumières, de Rousseau, etc. L'an passé, nous étions avec Antoine de Crémier, qui nous a parlé de la crise. Face à la crise, la République défend-elle les intérêts de la France? Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Laurent Wetzel. Alors, Laurent Wetzel, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est un agrégé d'histoire. Il a été élève de l'École normale supérieure. Il a été inspecteur pédagogique régional. Il a eu une carrière aussi publique dans la politique. Il a été maire de Sartrouville, une ville des Yvelines, dans la région parisienne. Il est célèbre pour avoir débaptisé certaines rues et pour avoir remplacé les noms de certaines personnes par d'autres nettement plus sympathiques. S'est trouvé avec des rues Ho Chi Minh ou des rues Marx ou des rues Lénine qui sont devenues des rues de Lattre, etc. Une rue Nelson Mandela qui est devenue Félix Éboué, ce qui est beaucoup plus conforme à notre histoire, etc. Laurent Wetzel a écrit, entre autres choses, il a parlé à Radio Courtoisie, il a fait un tas de choses. Il a écrit cet ouvrage que je vous recommande, qu'après son intervention, vous pourrez vous procurer et il se fera un plaisir de vous le dédicacer. Et bien sûr, il restera avec nous. Il est notre invité, puisque vous savez qu'après chaque café, nous avons un après-café où, comme le disait Léon Daudet, nous ne refusons aucun des plaisirs de l'existence. La tâche qui est la nôtre est suffisamment ardue pour ne rien refuser des plaisirs que la vie offre. Donc, après le café, on reste. Qui veut rester, reste. Et avec l'intervenant, on discute. On est à la fois des moments de sérieux, on approfondit le sujet, et des moments de saine détente, de franche détente qui ne se refusent pas. Voilà. Donc, je suis très bref cette année par rapport aux années précédentes. Je vous rappelle juste que les dates sont toutes fixées, vous les avez sur la faute à Rousseau, donc je vous convoque, je vous invite déjà pour notre prochain café le samedi 12 janvier. Ensuite, ça sera le 9 février, le 9 mars, le 6 avril. Et puis, bien sûr, vous savez qu'en janvier, nous aurons également, peut-être que Jean vous en dira deux mots, bien sûr, le 21 janvier, la messe au Sacré-Cœur du Prado, comme d'habitude. Ça sera un lundi cette année, et suivi d'un dîner, débat, conférence, comme d'habitude. Mais vous avez tout cela dans la photo. Voilà, je m'arrête, Jean, je crois que j'ai été court, et je laisse la parole avec un très grand plaisir à Laurent Wetzel, que je remercie sincèrement d'être venu. Il est très occupé, et il nous fait l'amabilité de venir passer une soirée avec nous. Nous l'en remercions. Je vous remercie pour cette présentation, pour cette invitation, pour votre présence. Vous qui êtes venus, comme on dit, si nombreux, et vous êtes venus, nombreuses et nombreux, ce soir pour discuter avec moi. J'essaierai de ne pas être trop long dans l'exposé introductif, pour que nous puissions ensuite débattre de l'enseignement de l'histoire et de la géographie dans notre pays, l'enseignement dans le primaire. Je n'y ai pas enseigné, je n'y ai pas inspecté, mais surtout dans les collèges et dans les lycées, puisque j'ai quand même enseigné une partie de ma vie dans un lycée technique, des collèges de banlieue difficiles, à Mantes-la-Jolie, au Mureau. J'ai également enseigné au lycée Louis-le-Grand, au lycée Marcel Roby de Saint-Germain-en-Laye, à Sup-de-Côte Paris, à Sciences Po, en préparation à l'ENA. Et puis j'ai été inspecteur pédagogique régional. L'opinion publique ne sait pas en général ce que sont les inspecteurs pédagogiques régionaux. Les professeurs le savent très bien, parce que ce sont eux qui viennent les inspecter, assez souvent, plus souvent qu'on le croit. Et j'ai donc dû inspecter 1 millier de professeurs dans les rectorats d'Amiens, Reims, Rouen, Créteil et Versailles. Vous voyez, ça représente une grande variété de régions, de départements, d'établissements. Et je me retrouve, un peu par le hasard, à Aix-Marseille, mais c'est assez intéressant de me retrouver pour moi à Aix-Marseille, parce qu'il y a quelques mois, vous avez changé de recteur. Mais décidément, vous avez ici des recteurs de la nomenclatura. Vous avez eu pendant 8 ans Jean-Paul de Godemar. Bon, je n'en parlerai pas trop, sauf si vous me faites revenir sur lui. Mais Jean-Paul de Godemar, il a dû
prendre sa retraite il y a quelques mois parce qu'il avait atteint 65 ans. Ah, il a dit, je ne suis pas content de prendre ma retraite. Il avait servi tous les régimes, il avait accepté toutes les réformes, rien ne l'avait choqué. Eh bien, ne vous inquiétez pas pour lui, il s'est retrouvé le 30 mai 2012 conseiller éducation auprès de Jean-Marc Ayrault à Matignon. Donc il a retrouvé un beau bureau, une voiture, un chauffeur de fonction et tout ce qu'il lui faut sans doute comme secrétaire et autres. Alors il a été remplacé par un autre de la nomenclatura qui vient terminer sa carrière. Lui il est né en 48, ça lui fait 64 ans, il aura bientôt 65. Il s'appelle Bernard Dubreuil. Comme beaucoup de ces gens de la nomenclatura de l'éducation nationale, il commence plutôt bien, il travaille, lui c'est un scientifique. Il a fait son doctorat d'État en sciences physiques à l'université d'Orléans, votre recteur actuel. Et puis, il a longtemps enseigné à Orléans. Bon, c'est à 48 ans qu'il quitte l'université, la recherche, et il devient recteur. Recteur de Bayrou, d'Allec, de Jacques-Lang, de Ferry, de Fillon, de Robien, de Darcos, de Châtel, à Grenoble, Lyon, Nantes et Lille. Puis en mars 2010, là, il devient directeur adjoint du cabinet de Luc Châtel, le 25 mars 2010, votre actuel recteur Bernard Dubreuil. Si bien qu'il a approuvé, couvert tout ce qui s'est passé pour l'enseignement de l'histoire-géographie, et il s'est passé beaucoup de choses désagréables. Depuis 2 ans, vous pouvez vous retourner vers lui. Il est d'ailleurs mentionné en bonne place dans mon livre. Je ne savais pas pourtant que je viendrais chez vous. Alors, il est devenu directeur adjoint du cabinet du Châtel, et puis lorsque son directeur de cabinet, Philippe Gustin, a été nommé ambassadeur en Roumanie, quelques semaines avant la chute de Sarkozy, il s'appelle Philippe Gustin, donc un certifié d'histoire géo, qui a été sous-préfet, enfin, vous voyez, c'est un homme, il a un peu tout fait, il est devenu ambassadeur en Roumanie. Il a été remplacé par Bernard Dubreuil, qui a été quelques semaines directeur du cabinet de Châtel et qui a dit « Oh bah Sarkozy va sans doute perdre, allez, je suis quand même le mieux placé pour me faire nommer recteur d'Aix-Marseille. » Il est arrivé le 28 mars 2012, il l'est toujours. Souhaitons pour lui qu'il le reste jusqu'à la date de sa retraite dans quelques mois. Mais lui, alors, il est très responsable de tout ce que je vais dénoncer ce soir, car directeur adjoint du cabinet d'un ministre, c'est un poste extrêmement important. Alors, je suis ensuite assez content de me retrouver aussi à Aix-Marseille, parce que figurez-vous que je déplorais un certain nombre de choses dans mon livre, et en particulier la disparition de l'histoire-géographie comme discipline obligatoire en terminale scientifique. Et je me suis retrouvé en phase avec l'association des professeurs d'histoire-géographie, qui s'est bien battue sur ce sujet, et je la cite de façon élogieuse dans le premier chapitre de mon livre. Mais voilà que j'ai découvert sur Internet qu'il y avait une section régionale de cette association qu'on appelle l'APHG qui me tombait dessus, et c'est l'association d'Aix-Marseille. C'est la seule de toute la France, métropole et d'outre-mer, c'est celle d'Aix-Marseille. Mais alors, elle n'y va pas de main morte. Elle prend position contre le dossier de Jean Sévilla dans le Figaro Magazine du 24 août. Jean Sévilla a la gentillesse de parler aimablement de mon livre, de m'accorder une interview. Et alors, il renvoie, la régionale d'Aix-Marseille renvoie à un collectif qui est dirigé par une dame qui s'appelle Laurence Decoq, agrégée à Nanterre, qui se déchaîne contre Jean Sévilla et contre moi en particulier. Elle a écrit un article dans l'Humanité, la fac brune, l'histoire de l'école. Vous voyez, j'ai découvert ça une fois dans un train, l'Humanité, 2, 3 et 4 novembre 2012. Et cette Laurence Decoq, sur Aggiornamento, elle a fait une note de lecture de mon livre. Oh, elle l'a lu de près, il y a 5 pages. Mais avec une mauvaise foi incroyable. Et il faut bien le dire, excusez-moi, je recherche ma note, elle dépasse les bornes. Elle dépasse les bornes, elle va quasiment jusqu'à l'injure publique. Lorsque j'avais dénoncé le Marcel Paul, précisément, le fameux Marcel Paul, dont j'ai remplacé le nom de la rue Marcel Paul quand je suis devenu maire de Sartrouville par le nom d'Honoré d'Estienne d'Orve. Bon,
eh bien, les communistes m'avaient traité de pro-hitlérien. Ah, là, je ne les avais pas ratés, j'aurais fait un beau procès pour injure publique devant la 17e chambre correctionnelle de Paris, que j'avais gagné, il n'avait pas interjeté appel. Eh bien, dans sa lettre sur mon livre, s'appelle « Le diagnostic du docteur Wetzel », elle écrit « Monsieur Wetzel se livre à une opération d'excavation des cadavres. Pour ceux qui sont sensibles aux effluves de la vague brune, autant prévenir que la nausée s'invite rapidement à la table, c'est par la tête que le poisson pourri, écrit Laurent Wetzel, certes, et ça empeste. » Et ainsi de suite. On est à la limite avec la vague brune de ce qui mériterait ensuite une poursuite. Eh bien, malheureusement, la section régionale de l'association des professeurs d'histoire-géographie d'Aix-Marseille appelle à lire cette noce de lecture de Laurence de Coq, si bien que, je le dis, là, ça va être, je pense, sur votre blog, je n'ai rien à craindre, mais eux, s'ils persistent, je ne les raterai pas, comme disait l'autre. Voilà pour vous. Alors maintenant, je voudrais vous dire qu'est-ce qui m'a déterminé à écrire ce livre, que j'ai pu écrire parce que j'ai pris ma retraite il y a 1 an et demi et que j'ai donc été délié de mon devoir de réserve. Je ne sais pas trop ce que c'est le devoir de réserve, mais il faut se méfier, parce que même un inspecteur pédagogique régional peut être sanctionné, et durement sanctionné. Et comme on ne sait pas trop ce que c'est que le devoir de réserve, il suffit qu'on ait envie de vous punir, et on peut éventuellement vous mettre à la retraite d'office, et même vous priver de votre rémunération. Donc je n'ai pu prendre ma parole que lorsque j'ai pris ma retraite, mais à ce moment-là, il y a eu des événements importants. Il y a eu la suppression de l'histoire-géographie comme discipline obligatoire en terminale scientifique. L'histoire-géographie avait été introduite comme discipline obligatoire en terminale par Victor Duruy en 1863. Mais c'était à l'époque, il y avait que la terminale littéraire, la classe de philosophie. En 1890, lorsqu'a été créée la terminale scientifique, eh bien, l'histoire-géographie ont été également disciplines obligatoires. Ben là, je ne sais pas ce qui a pris à Nicolas Sarkozy, à François Fillon et à Luc Châtel, lui-même Luc Châtel étant maintenant du côté de Jean-François Copé, vous voyez, je ne choisis pas, poussé par M. Descoings. M. Descoings, lui, c'était, paraît-il, un homme de gauche partisan de la réduction des inégalités sociales. Je raconte qu'il avait poussé sa rémunération annuelle à 400 000 € sur Sciences Po. Je me trompais, puisque le rapport récent de la Cour des comptes, c'est 530 000 €, plus son épouse, drôle d'épouse du reste, qu'il avait passé comme directrice adjointe à 150 000 €, sans compter l'appartement de fonction, le chauffeur de fonction, etc., la voiture de fonction. Mais je le répète, partisan de la réduction des inégalités sociales, n'empêche que de son temps, l'écart de rémunération entre le balayeur des Sciences Po et le directeur de Sciences Po s'est singulièrement accru. Tous ces gens-là sont comme ça. Et donc, ils ont supprimé l'histoire-géographie comme discipline obligatoire en terminale scientifique, en maintenant une option de 2 heures. Mais en même temps, ils ont changé les programmes. Et M. Dubreuil, votre recteur, il a complètement participé à ce changement des programmes. Et ça aboutit à quoi? Eh bien, à ce qu'un élève de série scientifique au lycée, même s'il choisit l'option en terminale scientifique, il ne voit plus l'histoire de la France au lycée depuis 1962. 50 ans de l'histoire de France vont lui rester inconnus. Il aura survolé ça à la fin de la 3e. Et deuxièmement, à juste titre, le ministère avait introduit en 2002 dans les programmes de terminale scientifique l'islamisme, l'affirmation de l'islamisme sous ses différentes formes, comme fait majeur, disait le programme, depuis la fin des années 1970. Là, j'approuve. On ne pouvait pas mieux formuler les choses. Je crois que l'affirmation de l'islamisme, ça reste un phénomène important. Ça a disparu des nouveaux programmes. Alors je sais bien, le gouvernement actuel nous dit on va rétablir l'histoire-géographie en terminale scientifique. Bon, d'abord, il nous avait dit 2013, c'est repoussé à 2014. Les élèves des séries scientifiques, ils auraient, d'après ce que dit M. Payon,
tout de même moins d'histoire-géographie qu'ils en avaient auparavant. Ça passerait de 5 heures par semaine, entre la première et la terminale, à 4h30 par semaine. Il ne prend pas d'engagement sur les nouveaux programmes, en particulier on ne sait pas si on aura à nouveau l'histoire récente de notre pays. Et alors quant à l'islamisme, oh là là, alors là vous savez ce qu'il en est de l'islamophobie, la stigmatisation de l'islam, puisque ce sont les expressions à la mode. D'ailleurs, Madame Laurence Decoq, approuvée par vos profs d'Aix-Marseille, parle de l'obsession rampante vis-à-vis de l'islamisme. Vous voyez, je manifesterai une obsession rampante vis-à-vis de l'islamisme. Le problème, c'est que tous les dirigeants de nos pays européens, américains et tout, ils ont une obsession, d'ailleurs, qui n'est pas rampante du tout de l'islamisme. Et même pour ça, paraît-il, qu'on a envoyé tant de soldats se battre en Afghanistan. Et que ça a été décidé par messieurs Chirac et Jospin à l'époque. Donc je ne sais pas de quoi je suis accusé là, dans cet article grotesque. Mais ce n'est pas de moi dont il s'agit là, bien sûr, c'est du fond de ces problèmes-là. Alors déjà, il y a eu ça. Et j'en parle assez longuement dans mon premier chapitre. Ensuite, pour la première fois, l'agrégation externe d'histoire, c'est un concours difficile, eh bien, en 2011, il y a eu un sujet très particulier. Il y a un commentaire de texte à l'agrégation, cette fois-ci, ça tombait en histoire médiévale. Donc, on doit commenter un texte d'histoire médiévale. Ça a été raconté un jour dans la presse, c'est tout. On a demandé aux candidats de commenter un texte d'un témoin du Concile de Constance de 1415. Or, ce texte n'a jamais existé, c'est un texte d'imagination écrit par un chanoine de Lille en 1964. Donc on a demandé de commenter un faux, on a demandé ça aux candidats de l'agrégation. Le ministère a mis plusieurs semaines à réagir. Et M. Châtel, le jury, tous ces gens très importants, le directeur général de l'enseignement scolaire, Monsieur Dubreuil, il aurait pu partir du cabinet quand on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, on s'en va, c'est pas un drame. Il serait redevenu peut-être recteur ou bien professeur d'université. Pas dramatique d'être professeur d'université. Mais ils ont tous accepté que cette épreuve soit validée au motif que les candidats avaient tous eu à commenter le même texte. Il y avait donc égalité de traitement. Vous verrez le document du ministère est dans mon livre. Alors, il y a eu aussi, alors là encore, ça a fait une fois, ça a été un jour dans la presse que je vous raconte. Mais il y a quelque chose qui est un inédit total dans mon livre, c'est le rapport de concours, d'un concours en 2012, toujours sur un concours 2011 pour le recrutement des professeurs d'histoire-géographie français des lycées professionnels. Car il y a de l'histoire-géographie dans les lycées professionnels en seconde, première, terminale, et il y a 25% des lycéens qui sont en lycée professionnel. Ce que vous ignorez pas, les autres sont dans les lycées généraux et technologiques. Il y a donc un concours de recrutement pour ces professeurs qui est présidé par une inspectrice générale qui s'appelle Madame Guylaine Desbuissons, une ancienne IPR. Pas pourquoi ils ont choisi celle-là plutôt qu'un autre IPR. Je ne crois pas qu'ils aient choisi la meilleure. D'ailleurs, sur les ondes, quand je m'exprime et dans les journaux, je demande publiquement aujourd'hui sa démission. Car après un concours, vous le savez, dans notre pays, je ne sais pas si c'est comme ça en médecine, mais je le pense aussi, il y a un rapport de concours. Les membres du jury disent, ben voilà, ce que nous pensons de ce concours, et en histoire, il y a un corrigé des épreuves. Et le corrigé, bien sûr, le président du jury doit le rédiger avec beaucoup de scrupules. Alors là, c'est elle qui avait choisi le texte à commenter, encore un commentaire de texte, elle a choisi un message du maréchal Pétain du 11 octobre 1940. Et elle écrit, ce discours a été écrit par Charles Maurras, connu pour son anti-républicanisme, mais n'on n'exigeait pas des candidats qu'ils le sachent, et elle met une note en bas de page. Il a dit, Maurras, que la chute de la Gueuse avait été une divine surprise, la Gueuse étant la Troisième République, il condamnait le régime républicain démocratique en général. Ah, comme je commente, il est heureux que Guylaine Desbuissons n'ait pas exigé des candidats qu'ils le sachent, parce que c'est complètement faux.
Philippe Pétain ne s'est rendu, Charles Maurras ne s'est rendu à Vichy pour voir Pétain que 4 ou 5 fois sous l'occupation. C'est en tout cas ce que racontent tous les témoins de l'époque. C'est dans l'histoire de Vichy de Robert Harron et de Georgette Helger, qui n'est pas... On dit Robert Harron, oui, mais il est de droite. Mais Georgette Helger n'est pas spécialement de droite. Elle oublie toujours de dire qu'elle est co-auteure de cette excellente histoire de Vichy. Ah oui, pour avoir écrit que c'était une excellente histoire de Vichy, là, je suis traîné dans la boue aussi par un certain nombre de gens. Pourtant, Robert Harron, il était même à la fin de sa vie de l'Académie française. Je crois que c'est un historien très sérieux. Donc, quand vous lisez n'importe quelle histoire de Vichy, vous apprenez que c'est Gaston Bergerie qui a rédigé le projet du message du maréchal Pétain. Et Gaston Bergerie, il était ancien directeur du cabinet d'Édouard Herriot au Quai d'Orsay en 1924-1925, lorsqu'Édouard Herriot était en même temps président du Conseil, avec une majorité de cartel des gauches. Il a été ancien député, non pas radical, radical c'est pas l'expression exacte, mais républicain, radical et radical socialiste de Seine-et-Oise, ami d'enfance d'Emmanuel Berle, qui lui, c'est vrai, avait rédigé quelques-uns des premiers discours de Pétain, mais ce n'était plus le cas à ce moment-là. Et vous verrez tout ce que j'en dis là. Et ce qui est plus intéressant encore, c'est que l'une des dernières fois que Philippe Pétain a reçu Charles Maurras à Vichy, c'est parce que Charles Maurras voulait critiquer le projet de constitution que Pétain avait voulu promulguer en novembre 1943. Les Allemands avaient empêché la promulgation de ce projet de constitution. Ce projet de constitution, il figure dans les constitutions de la France depuis 1789. Vous voyez, vous trouvez ça dans n'importe quelle librairie. Moi, je suis allé l'acheter chez Dalloz pour être sûr de le trouver. C'est présenté par le doyen Godchaux, il n'y a pas plus connu. Eh bien, effectivement, il n'était pas du tout content, Charles Maurras, parce que dans ce projet de constitution, le chef de l'État s'appelle le président de la République, et Pétain veut qu'il y ait un suffrage universel, et un suffrage universel étendu aux femmes. Et Maurras n'est pas content. Donc c'est tout le contraire de ce qu'écrit Madame Desbuissons. Faudrait qu'elle soit sanctionnée. Seulement, dans ce système, on sanctionne les élèves. C'est vrai, il y a des conseils de discipline, il y en a plus qu'on le pense. J'en ai vécu comme prof, comme élu, parce que comme maire, comme conseiller général, on est appelé dans les conseils de discipline. Il y en a plus qu'on pense et on est parfois assez sévère. Plus qu'on le croit aussi. On sanctionne les professeurs, on sanctionne les chefs d'établissement, on sanctionne les inspecteurs comme moi. Mais il y a 3 catégories d'insanctionnables, si je peux risquer cet horrible néologisme, d'intouchables. Ce sont les inspecteurs généraux, les recteurs et directeurs d'administration. Eux, alors, vraiment, enfin, sauf, je pense, je l'espère, pour des fautes qui mériteraient le pénal, on les sanctionnerait. Mais des erreurs aussi énormes, on ne les sanctionne pas. Mais elle continue, Madame Desbuissons, sur ce rapport de concours que vous trouverez sur Internet, qui est publié dans la revue de l'Association des profs d'histoire géo. Elle continue avec des erreurs incroyables. Elle écrit très exactement « La collaboration avec l'Allemagne est aussi idéologique, marquée par l'antisémitisme que Vichy fait sien dès le 3 octobre, avec la loi portant statut des Juifs, là elle ne se trompe pas. Et la création d'un commissariat aux questions juives qui échoua à Xavier Vallat, et ce avant même que la collaboration ne soit scellée par la poignée de main de Montoire. » Donc c'est très précis. Il est question du 3 octobre, le message de Pétain du 11 octobre, et la poignée de Montoire est du 24 octobre. Donc elle place la création du commissariat aux questions juives qui échoua à Vallat entre le 3 et le 24 octobre. Ah ben non, elle se trompe complètement. C'est une loi du 29 mars 1941 qui a créé le commissariat aux affaires juives. Et puis, elle oublie, alors elle introduit donc une mesure, un décret, une loi qui n'existait pas, mais elle en oublie 2 entre le 3 et
le 24 octobre. Je peux vous dire que les Juifs n'ont pas oublié ces deux-là. La loi du 4 octobre 1940 sur les ressortissants étrangers de race juive qui pourront être internés dans des camps spéciaux, voire assignés une résidence forcée par le préfet du département de leur résidence, et la loi du 7 octobre qui abroge le fameux décret Crémieux de 1870 qui accordait aux Juifs d'Algérie les droits civiques. Donc, c'est une ignorance crasse, crasse. Et c'est un corrigé officiel, il vient du ministère, et il n'est pas sanctionné, elle continue à sévir. Et elle va inspecter éventuellement des professeurs en classe préparatoire. Non mais enfin, où va-t-on après des erreurs pareilles? Et puis ça continue, enfin, tout est de cet ordre. Alors ça, vraiment, ça m'a indigné, je peux vous le dire, c'est un inédit dans mon document. Alors les journalistes s'intéressent beaucoup à mon livre, mais ils ne le reprennent pas, et beaucoup de gens me disent « tu pinailles ». Tu pinailles. Alors, c'est vrai qu'on peut placer l'appel du général de Gaulle le 15 juin 1942, c'est vrai qu'on peut placer la prise de la Bastille le 25 septembre 91, c'est vrai. Je pinaille. Si vous voulez, ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas faire d'histoire et de géographie sérieusement sans avoir ce qu'on appelle aujourd'hui des repères sérieux. Alors, je sais bien, Madame Morano, et je le cite dans ce livre, était ministre 5 ans, elle a bac plus 4 ou plus 5, Madame Morano, elle a écrit très sérieusement, l'édit de Nantes a été signé à Versailles et il a créé la guerre entre les catholiques et les protestants. Bon. Madame Duflot, elle est en activité. Et elle distribue les légions d'honneur, vous le savez, le 14 juillet, de façon un peu particulière. Ben, Madame Duflot, elle a déclaré très sérieusement, c'est pas un lapsus ça, elle a déclaré « Nous ne sommes pas menacés par les radiations de Fukushima, les vents ne seront pas porteurs, car le Japon est dans l'hémisphère sud. » Elle a, paraît-il, l'ESSEC et un DEA de géographie. Bruno Le Maire, normalien, agrégé, narque, tout ce que vous voulez, qui se prend déjà pour un président de la République, vous le verrez, il ne sait pas combien, un hectare, il ne sait pas combien ça représente de mètres carrés. Il est quand même ministre de l'Agriculture, à cette époque-là, la plupart des agriculteurs savent ce que c'est. Enfin, tout est comme ça. Monsieur Sarkozy, lui, il dit « Oh, j'ai regardé la télévision, j'ai regardé sur Canal+, tel feuilleton, et j'ai vu qu'au XVIe siècle, déjà, et c'est comme ça encore aujourd'hui, tous décidaient entre les dirigeants de l'Angleterre, de la France, de l'Espagne, ça va, de l'Italie et de l'Allemagne. L'Italie et l'Allemagne, non. Non, ça n'existe pas au XVIe siècle. Et ainsi de suite. Je sais bien, tout à l'heure, quelqu'un m'a parlé gentiment d'Henri Guénaud. Henri Guénaud a donné une interview à l'Express il y a quelques semaines. Ah, il déclare oui, effectivement, on pourrait créer un rassemblement, comme Charles de Gaulle, il a créé le rassemblement, le RPF en 1946. Non, il a créé en 1947. Ah, je pinaille toujours. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je préfère mettre le RPF en 47, le Japon dans l'hémisphère nord, Nantes à Nantes. Fontainebleau, le dit de Fontainebleau, il a peut-être été signé à Versailles aussi. Enfin, tout ça est tellement compliqué. Alors maintenant, les programmes. Alors, passons aux programmes. Alors, les programmes, il y a des lacunes énormes. En 5e, il y a la Renaissance. Il n'y a plus l'humanisme. Autrefois, on étudiait toujours l'humanisme et la Renaissance. Erasme est passé à la trappe. En 3e, il y a les régimes totalitaires entre les deux guerres mondiales. L'Union soviétique, l'Allemagne nazie, il n'y a pas l'Italie fasciste. La grande crise de 1929, plutôt des années 30, a totalement disparu des programmes de 3e et elle ne fait plus partie des grands événements que les élèves doivent connaître à la fin de la scolarité obligatoire. Tout de même, c'est important. Non, ça a disparu. Et alors il y a un roi, alors il y a beaucoup de gens qui disent Louis XIV, il n'est plus au programme. Si, Louis XIV est au programme, mais à la fin de la 5e. Alors c'est un peu difficile, c'est que le programme de 5e
il y a 1 heure d'histoire par semaine, il commence par Mahomet. Alors c'est vrai que de Mahomet à Louis XIV, comme Louis XIV c'est à la fin du programme, les professeurs en général ne terminent pas les programmes, Louis XIV va passer à la trappe. Mais je ne dis que des choses exactes, Louis XIV est bien dans les programmes. Mais il y en a un roi de France qui a tout de même régné depuis 50 ans, dans leur fameux siècle des Lumières qu'ils aiment tant. Ah oui, Louis XV, il est inconnu dans les programmes du primaire, du collège et du lycée. Je ne veux pas que j'idolâtre Louis XV, moi je n'ai pas de point de vue sur tout ça, mais je dis quand même, il faudrait que nos élèves sachent qu'il y a eu un roi s'appelant Louis XV. Moi je me rappelle, j'avais Louis Poirier, alias Julien Gracq, comme professeur de 3e d'histoire-géographie au lycée Claude Bernard à Paris. Là, il nous avait parlé longuement de Louis XV. Il m'en est peut-être resté quelque chose. Bon. Alors il n'y a plus aussi qu'une révolution russe en 1917 dans les programmes de 3e. Jusque-là, il y avait 2 révolutions russes. Il y avait celle de février-mars et celle d'octobre. On va se rappeler ça. Il y en a une qui renverse le tsar, celle que Lénine appelle la révolution bourgeoise, et ensuite la révolution prolétarienne bolchevique. Quand même, ah non, il n'y en a plus qu'une, la révolution d'octobre. Dans les nouveaux programmes de première, il y a les États totalitaires au XXe siècle. Ah là, il y a l'Union soviétique, l'Italie fasciste. Elle n'était pas en 3e, elle apparaît en première. Alors, il faut savoir, encore M. Dubreuil, tout ça, hein, directeur adjoint du cabinet de Luc Châtel, il couvre tout ça. Moi, je démissionne dans ces cas. Je sais bien que c'est un physicien. Bon, mais quand même, on pourrait savoir. Il a, paraît-il, son baccalauréat. Après, il n'a pas passé de concours, il a fait le doctorat. Enfin, je ne veux quand même pas critiquer, il paraît, c'est vrai qu'à la fin de la première année de médecine, c'est comme un concours. J'idolâtre pas les concours, je vous rassure. Moi, quand même, il a son baccalauréat, il pourrait savoir ça. Non, mais alors, attendez, les États totalitaires au XXe siècle en première, il n'y a pas la Chine. La Chine communiste, qui est née en 1949, qui couvre donc la moitié du XXe siècle, c'est pas un État totalitaire. Bon, et bien sûr, il n'y a pas Cuba, il n'y a pas la Corée du Nord, il n'y a pas le Vietnam, vous pensez, il ne faut pas faire dans l'anticommunisme sans doute. Non, il y a des gens qui me disent, mais pourquoi commettent-ils tant d'erreurs? Pourquoi y a-t-il tant de lacunes? Je vous réponds tout simplement, je ne crois même pas qu'il y ait d'arrière-pensée, je ne me livre pas à des interprétations. Je crois que nous avons affaire à des gens largement incultes et à des gens très médiocres, aussi bien dans le personnel politique que chez les hauts fonctionnaires. Ils ont tué l'histoire-géographie, qui c'est ils? Ce sont d'abord quand même les dirigeants politiques qui signent finalement les textes, qui désignent les hauts fonctionnaires, et ce sont les hauts fonctionnaires, inspecteurs généraux, recteurs, directeurs d'administration, directeurs de l'administration centrale, qui préparent et appliquent leurs décisions. C'est eux, ils. Alors, tous ces gens-là, ils commettent beaucoup d'erreurs. Il y a ce qu'on appelle les documents d'accompagnement. Les documents d'accompagnement, ils sont officiels. Alors là, par exemple, il y a Voltaire. Ça, je le mentionne parce que Voltaire est présenté comme le chantre de la tolérance, et en particulier de la tolérance religieuse. Ah oui, mais pas de chance. Voltaire était un antisémite effroyable, notoire, tout ce que vous voulez. Léon Poliakov ne cherche pas à être contre le siècle des Lumières. Il a écrit une histoire de l'antisémitisme que je vous recommande, publiée chez Kalman Levy en 1968. Le 3e tome s'appelle, le 3e tome sur l'antisémitisme, de Voltaire à Wagner. Et Voltaire, il en prend environ 15 pages. J'ai relu, pour faire mon bouquin, 3-4 pages sur Voltaire. Je suis allé à l'école normale, j'ai relu toute l'œuvre de Voltaire. Oui, c'est très sérieux, j'ai éliminé 99% des citations anti-juives, j'ai gardé ce qui me semblait le plus fort. Ah, mais oui, ça ne les gêne pas. Et toute la promotion Voltaire, ça ne l'a pas gêné du tout. C'est-à-dire, alors là, je les cite, ah oui. Alors là, quand même, la promotion, parce qu'il faut bien voir que j'ai des camarades à l'ENA, quand on donne le nom à une promotion, à l'ENA, il n'y a pas un vote à bulletin secret. Mais on se met d'accord, il faut qu'il y ait une espèce d'unanimité, il ne faut pas qu'il y ait une objection majeure. L'antisémitisme de Voltaire,
Ils sortent en 80, cette promotion, donc ils ont donné le nom en 78. Ça fait 10 ans que le livre de Poliakoff est sorti. Aucun ne le connaît. Aucun. Et dans cette promotion, il y a Frédéric Bredin, Renaud d'Hautvieux de Vabre, ministre de la Culture de l'UMP, Dominique Galouzeau de Villepin, je les prends tels qu'ils sont dans l'annuaire de l'ENA, et sa sœur Véronique, qui a épousé un général d'aviation, formé à Salon à côté, François Hollande, Jean-Pierre Jouyet, Henri Delacroix de Castres, le président d'AXA, Stanislas Lefebvre de La Boulay, avec le nom qu'il porte, j'ai rien contre. Ma femme fait partie aussi de l'aristocratie, il a été évidemment ambassadeur. Pierre-René Lemas, préfet, actuel secrétaire général de l'Élysée. Marie Ségolène Royal, c'est son prénom d'énarque. Michel Sapin, mes camarades normaliens. Et tellement d'autres, puisque celui qu'on vient de nommer pour être l'administrateur provisoire de Sciences Po, c'est un conseiller d'État de la promotion Hollande. Donc ces gens-là, je pense que s'ils avaient connu l'antisémitisme de Voltaire, ils n'auraient pas donné le nom de Voltaire à leur pension. Alors je sais bien, c'est la faute à Rousseau, ils avaient donné le nom de Rousseau à la promotion. Mais ne vous en faites pas, il y a 3-4 ans, des ENA ont donné le nom de Rousseau à une promotion de l'ENA. Donc maintenant, il y a bien aussi une promotion Rousseau. Mais vous savez, au début des années 50, ils ont donné le nom de Giraudoux à une de leurs promotions. Giraudoux, c'est un de mes vieux ancêtres à l'école normale. Vous l'aimez peut-être, Jean Giraudoux. Il a écrit un livre en 1939, Plein pouvoir. Il dit dans ce livre, chez Gallimard, qu'il approuve, on n'est pas occupé à cette époque, il approuve la politique raciale d'Hitler et il préconise la création d'un ministère de la race. Donc, à l'ENA, j'ai beaucoup d'amis énarques, il y en a qui sont cultivés. Il y a la culture, il y a aussi le conformisme. Hein. Il paraît même que la présidente du jury s'indigne du conformisme des candidats à l'ENA. Elle y est peut-être aussi avec d'autres pour quelque chose. Vous verrez aussi, je raconte aussi comment Voltaire avait organisé la signature d'une lettre de cachet contre une voisine dont il voulait s'approprier le bien. Il est arrivé à la faire interner 6 semaines à la Salpêtrière, mais Louis XV, qui avait cédé d'abord aux instances de Voltaire, a fini par révoquer sa lettre de cachet. Vous voyez, il pouvait y avoir un monarque absolu de droit divin qui prenne une mauvaise décision et qui revienne dessus, même quand c'est Voltaire qui avait fait prendre la mauvaise décision, et la malheureuse, qui s'appelait, comment elle s'appelait, enfin, vous verrez le nom, elle a pu être libérée. Alors, vous voyez, alors d'ailleurs, il y a des censures. Voltaire écrivait très bien, il a écrit un ouvrage remarquable en plusieurs fois, qui s'appelle le Dictionnaire philosophique. Si vous allez dans les librairies aujourd'hui, vous trouverez le Dictionnaire philosophique, 110 articles. Bon. En réalité, le vrai dictionnaire philosophique de Voltaire, édité par Condorcet, un homme inattaquable, Condorcet, pour les révolutionnaires, eh bien, même s'il a été décapité et tout, eh bien, il y a plus de 600 articles. Et il y a un article qui s'appelle « Juif ». C'est le plus long des articles du dictionnaire philosophique. Il ne figure dans aucune des versions du dictionnaire philosophique que vous trouverez en librairie aujourd'hui. Il est censuré par les éditeurs. Par un coup de chance, j'ai réussi à me procurer pour 20 € chez un libraire d'occasion l'intégrale de ce dictionnaire, mais je m'étais d'abord tapé les 600 articles à la bibliothèque de l'école normale. Et je vous écris, je vous lis. Il résulte de ce tableau raccourci, écrit Voltaire, que les Hébreux ont presque toujours été ou errants, ou brigands, ou esclaves, ou séditieux. Ils sont encore vagabonds aujourd'hui sur la terre et en horreur aux hommes, assurant que le ciel et la terre et tous les hommes ont été créés pour eux seuls. Vous ne trouverez en eux qu'un peuple ignorant et barbare qui joint depuis longtemps la plus sordide avarice, à la plus détestable superstition et à la plus invincible haine pour tous les peuples qui les tolèrent et qui les enrichissent. Il ne faut pas pour autant les brûler. Et l'article se termine par cette adresse aux Juifs. Vous êtes des animaux calculants, tâchez d'être des animaux pensants. À quoi Isaac Pinto, un juif portugais, répondra dans une lettre magnifique à Voltaire, ce n'est pas tout de ne pas brûler les gens, on brûle avec la plume,
Et ce feu est d'autant plus cruel que son effet passe aux générations futures. Que doit-on attendre du vulgaire, aveugle et féroce quand il s'agit de sévir contre une nation déjà si malheureuse, si ces horribles préjugés se trouvent autorisés par le plus grand génie du siècle le plus éclairé? Mais ça ne choque personne, et je dois vous dire, quand même, je vais le révéler ici, que c'est parce que j'ai parlé de l'antisémitisme de Voltaire et du livre de Poliakov que le recteur de Versailles, Alain Boissineau, m'a menacé de sanctions disciplinaires, c'est-à-dire éventuellement, je vous le dis ici, de perdre même, non seulement d'être mis à la retraite, mais de perdre ma retraite. Voilà où on en est. On ne peut pas citer Léon Poliakov, fondateur du Centre de documentation juive contemporaine et délégué de la France au tribunal de Nuremberg. Mais au procès de Nuremberg, ils en rendent compte d'un document d'accompagnement signé par les plus hautes autorités du ministère. Ils ne sont même pas capables de rendre compte convenablement des sentences du procès de Nuremberg, tout ou presque faux, dans les documents d'accompagnement fournis par les instances dirigeantes aux professeurs. À tout ça, accompagné, comme je l'ai mis, d'un charabia extravagant, d'un jargon délirant, d'un galimatia ahurissant. Alors là, je ne sais pas quoi vous lire, parce que Philippe Meyer, que je ne connais pas, on m'a dit, tiens, il a parlé de ton livre ce matin sur France Culture à 8h moins 5. Bon, un sociologue, journaliste, je ne crois pas que ce soit spécialement à droite, il a cité mon livre et le charabia. Alors le charabia, je prends l'éducation civique en 5e. Il est nécessaire, dit-on, professeur, de décortiquer le concept. Il est important de faire prendre conscience aux élèves du processus de réflexion par des pauses de métacognition. Par le biais du droit et de la conceptualisation, les élèves pourront mettre en tension le particulier et l'universel. La démarche inductive, est-il dit, pour l'histoire, en 5e, induit un décentrage du discours en classe et une prise en compte réelle de l'apprenant, il n'y a plus d'élèves, il n'y a plus que des apprenants, donner du sens, en italique, c'est avoir la capacité de repérer les synchronies, un repère chronologique permet de se situer dans la diachronie. Pour la géographie en 5e, il faut éviter les dérives de la géographie nomothétique ou modélisatrice, etc., etc. Il y a 10 pages sur le jargon. J'ai oublié de vous dire que en terminale, pour les élèves des séries scientifiques au lycée en géographie, ils n'étudieront plus ces élèves-là, ni les États-Unis, ni le Japon, ni la Chine. Ils n'auront vu les 3 premières puissances mondiales rapidement qu'en 4e. Ils ne les auront pas revus comme autrefois au lycée. Mais vous voyez, au lycée et en 5e et en seconde, on ne vous parle que du développement durable, ce qui ennuie prodigieusement les élèves, et pas autant d'ailleurs que les professeurs, qui eux-mêmes ne comprennent rien, développement durable, mais en seconde, on ne fait plus de géographie physique. Alors les élèves ne connaissent plus les marées, les saisons, les climats, les tremblements de terre. Et les professeurs, les malheureux, quand ils parlent d'un climat, c'est en général, vous voyez, à Marseille, il fait chaud. Eh ben, ou bien à Tamanrasset, il fait chaud. Seulement parfois à minuit, il ne fait pas chaud. Dans certaines saisons, il ne fait pas chaud. Qu'est-ce que ça veut dire faire chaud ou faire froid? On en est là en géographie physique. Le climat méditerranéen, n'en parlons pas. Plus personne ne sait ce que c'est. Plus personne ne sait où il y a des climats méditerranéens dans le monde. Monsieur Dubreuil, votre recteur, eh bien, malheureusement, il a couvert toutes ces décisions, et je le dis, il va rester tranquillement ici. Le jargon en question, alors, monsieur Dubreuil, on lui a donné une mission. Il est dans le champ plein, il est recteur de Nord-Poc, et en 2003, Luc Ferry, qui est une espèce d'idole à droite pour ceux qui lisent Le Figaro, mais qui a tout couvert, il lui confie une mission sur la nouvelle professionnalité des IAIPR, c'est-à-dire des gens de mon corps. J'ai cherché encore hier dans le petit Robert de la langue française, le mot professionnalité n'existe pas. J'ai noté profession, professionnalisation, professionnalisme, professionnel, professionnellement. Mais professionnalité n'existe pas. Mais ça ne serait pas un vrai rapport s'il n'y avait pas des mots pareils. D'ailleurs, quand même,
M. Dubreuil, là-dedans, dit vraiment que les inspecteurs pédagogiques régionaux jouent un rôle essentiel parce qu'ils se livrent à l'inspection individuelle des professeurs. Et bien c'est lui qui, avec M. Châtel, a préparé la disparition de l'inspection des professeurs. Et le gouvernement Fillon, il était en sursis après la défaite de Sarkozy au second tour de l'élection présidentielle. Alors pendant 3 jours, ils ont réglé les affaires courantes. Mais le 8 mai, Fillon, Châtel, Guéant et les autres, Pécresse, Panchard, ils ont signé un décret que tous les professeurs refusaient, pas les inspecteurs. À la limite, on n'en recruterait plus les inspecteurs en place, on leur trouverait bien du travail jusqu'à la retraite. Tous les professeurs refusaient la suppression de l'inspection. C'est le même M. Dubreuil, il n'était plus au cabinet, c'est vrai, mais il avait préparé le décret. Et on disait aux professeurs, vous ne serez plus inspecté par un inspecteur de votre spécialité. Vous aurez, tous les 3 ans, vous procéderez à votre, c'est dans le décret, auto-évaluation. Et vous passerez ensuite devant votre chef d'établissement. Professeur proviseur, principal, bah, parfois, vous êtes professeur d'histoire géo, ça sera un ancien professeur d'allemand, de philosophie, de mathématiques, d'éducation physique, ou conseiller principal d'éducation. Vous aurez un entretien de 3/4 d'heure avec lui, et à partir de là, vous serez noté. Alors évidemment, les professeurs préfèrent les inspecteurs. Monsieur Dubreuil, ça ne le gênait pas du tout. Alors ce monsieur Dubreuil, il avait composé son groupe de travail de la façon suivante, et je note, il avait pris Jean-Paul de Godemar, tiens, celui qui pendant 8 ans ensuite est devenu le recteur d'Aix-Marseille, qui était à l'époque directeur de l'enseignement scolaire. Pierre-Yves Duvois, directeur des personnels enseignants. Pierre-Yves Duvois, intéressant. Promotion Voltaire. Il est mal sorti de la promotion Voltaire. Du coup, il a été administrateur civil au ministère de l'Éducation nationale. C'est les postes qui restent pour ceux qui sortent mal de l'ENA. Alors après, M. Duvois, il est entré au cabinet de Chevènement. Il a misé les socialistes. Et il est devenu secrétaire général du ministère sous la droite. Ah, il n'avait pas eu un grand corps à la sortie de l'ENA. Qui lui a donné le poste de conseiller maître à la Cour des comptes en 2011? En Conseil des ministres. Fillon, Sarkozy et Châtel. Bah aujourd'hui, il est directeur du cabinet de Vincent Payon. Et il était dans la commission Dubreuil sur la nouvelle professionnalité, etc. Et puis qui vous trouvez? Madame Marie-Martine Boissineau, chargée de mission. Je ne sais pas ce qu'elle fait dans la vie, mais elle est la seconde épouse d'Alain Boissineau. Alain Boissineau est à l'époque directeur du cabinet de Luc Ferry, celui qui a donné la mission. Et Alain Boissineau, il est depuis 8 ans le recteur de l'Académie de Versailles, et il nous a réunis peu de temps avant mon départ à la retraite, et il a fait applaudir, il a fait ovationner un professeur de neurosciences humaines ou je ne sais pas quoi, à Montpellier, et je l'ai, oui, comment il s'appelait? Je l'ai d'ailleurs appelé dans mon livre, Alain Boissineau, un recteur dopaminergique, parce qu'il nous faisait passer, il nous a fait venir de Montpellier un monsieur Daniel Favre, oui, docteur en neurosciences et professeur en sciences de l'éducation à l'IUFM de Montpellier, qui a commencé par faire la publicité de son dernier livre. Le dernier livre, c'était « Cessons de démotiver les élèves, 18 clés pour favoriser l'apprentissage ». Je vous donne certaines clés. Inviter un pilote sujet à s'installer dans la cabine de pilotage, telle quelle, pour les professeurs. Décontaminer les pratiques pédagogiques, 2 points, l'erreur n'est pas une faute, c'est une information. Enfin, contre la motivation d'addiction, 2 points, sans affaiblir autrui et pratiquer l'empathie, telle quelle. Et finalement, il nous présente l'équivalent d'une diapositive avec la légende suivante. C'est la fin de l'exposé de M. Favre. M. Boissineau est là, ancien directeur de cabinet de Ferry, qui avait casé sa seconde épouse dans la commission Dubreuil, qui vient d'être reconduit par Payon comme recteur de Versailles, et Payon en fait le conserve. Bon, et voilà ce qui était inscrit sous la diapositive. J'ai pu, parce que j'ai pas eu à noter, on nous envoyait tout ça par Internet ensuite. Donc tout ce que je vous dis, tout est prouvé. Il y a 30 kilos de documentation derrière ce livre.
La grille d'analyse des postures épistémiques qui a servi pour analyser les productions langagières des jeunes en situation de frustration et comme substrat théorique pour un entraînement à la pensée non dogmatique avec comme visée l'éducation de l'agressivité en tant que pulsion biologique. Voilà, à ce moment-là, c'est la fin de l'exposé et Boissineau fait ovationner M. Fabre, le docteur en neurosciences, qui nous a insisté sur le rôle fondamental de la dopamine. J'ai failli le questionner aussi sur la noradrénaline, la sérotonine et la mélatonine. Enfin, je pense que là, c'était un peu difficile pour lui, les synapses, tout ça. Mais c'est pour ça que je l'appelle un recteur dopaminergique. Vous voyez, M. Boissineau, et c'est M. Boissineau qui a fait imprimer aussi, dans son centre régional de documentation pédagogique, les 10 pages de jargon sur 150 pages ou 200 pages que je relate dans mon livre. C'est lui aussi qui a fait imprimer le Voltaire, parangon de la tolérance religieuse. D'ailleurs, quand je lui ai dit, mais Monsieur Boissineau, je lui ai dit, vous ne connaissez pas le livre de Monsieur Poliakov? Il m'a dit, mais vous me croyez que je suis inculte? Oui, mais oui, je lui ai dit tout à fait. Bien sûr, puisqu'il me menaçait de sanctions disciplinaires, puisque j'avais cité le livre de Poliakov. Après, il me dit, vous me croyez inculte? Je suis bien obligé de conclure. Bon, alors sur toutes les erreurs et tout, je pourrais continuer longtemps. Alors maintenant, comment ces gens-là sont-ils nommés? Ils ne sont pas très nombreux. C'est une espèce de camarilla qui a mis la main sur les hautes instances du ministère et qui vont sans arrêt d'un rectorat à la direction générale de l'enseignement scolaire et tout. Alors, ces gens-là, ils ont d'abord un beau salaire. Les recteurs gagnent 8 à 9 000 euros par mois. Oui, par mois. Vous me direz, c'est pas tant que ça. Quand même, un certifié débutant, c'est autour de 1 700 euros par mois. Les recteurs, ils ont une prime annuelle qui dépasse souvent 22 000 euros, c'est-à-dire le salaire annuel d'un certifié. Ils ont hôtel particulier de fonction. J'avais un de mes camarades normaliens, son hôtel particulier de fonction, pour lui et sa femme, faisait 1200 mètres carrés. Un autre recteur, il avait jardinier et cuisinier de fonction. Alors, ils sont couverts de décorations. Hein. La boutonnière craque. D'ailleurs, l'un des leurs, Alain Morvan, qui a été recteur 13 ans, qui connaît bien le milieu, mais il n'a pas été content parce qu'il a été évincé et considéré qu'il n'aurait pas dû l'être. Alors, comme on dit, il a craché dans la soupe. Et alors, lui il dit la chose suivante, je mets le recteur Alain Morvan parle non sans drôlerie de ses considérations, je le cite, carrière, vie matérielle et boutonnière, c'est-à-dire qu'il faut toujours additionner Légion d'honneur, Ordre national du mérite et palmes académiques, qui portent certains de ses collègues hauts fonctionnaires aux limites extrêmes de l'épectase. L'épectase peut être soit une poussée philosophique, soit une tension orgasmique, qui conduit à la mort, comme pour Félix Faure. Et paraît-il pour un cardinal, bon, mais je n'insisterai pas, je ne dirai pas quelque chose de méchant sur lui, mais c'est à ce moment-là que l'épectase a pris un sens très particulier, mais il paraît qu'il allait faire un peu d'évangélisation auprès de dames de petite vertu. Vous voyez peut-être, c'est quelque chose qui est arrivé il y a une quarantaine d'années. Mais c'est vrai que ça les met dans un état second. Alors ce sont des gens qui, à 20 ans, 25 ans, ils travaillaient bien, ils passaient des concours difficiles, ils y croyaient un peu à l'enseignement. Ils avaient même certaines idées, certaines convictions, certains principes de droite, de gauche. Bon, certains, ils penchaient vers la franc-maçonnerie, souvent vers le Grand Orient, le plus connu de tous, c'est Christian Forestier. Je ne le mets qu'entre parenthèses dans mon livre, mais aussi ils reviennent toujours. Quand Vincent Peillon vient au pouvoir, il dit « On va préparer une nouvelle loi d'orientation sur l'avenir de l'école, elle passera au Parlement début 2013. » Qui prend-il pour animer ça? Il va rechercher le vieux Christian Forestier. Lui, il a fait tous les cabinets, il a fait tous les rectorats, le cabinet de Jacques Lang, le rectorat de Versailles, enfin tout, hop, on est à l'heure de le rechercher à 70 ans, il n'y a pas de retraite pour eux. Mais les ministres eux-mêmes, vous allez me dire, ils ont peut-être quand même des convictions. Vincent Peillon, il critique Luc Châtel. J'ai appris dans le Figaro, il y a 8 jours, Vincent Peillon a demandé à ce que Luc Châtel soit nommé commandeur des palmes académiques et
la décoration a été remise par Patrick Gérard, ancien recteur de l'Académie de Paris, ancien giscardien, maire du DF de Vincennes, etc. Tout ça, c'est un petit monde, mais c'est extraordinaire. Quand même, Luc Châtel, bon, il était DRH chez L'Oréal, il était spécialiste dans l'évaluation des vendeurs de déodorants. Est-ce que ça mérite? Est-ce que ça mérite, parce qu'il a fait supprimer l'histoire-géographie en terminale scientifique, d'être nommé commandeur des pannes académiques? Alors je dis à la fin, tout de même, à une autre époque, par exemple, il y avait Victor Duruy. Alors là, Madame de Coq, tant admirée par les professeurs d'Aix-Marseille, elle dit « Ah ça, c'est abominable !» Alors c'est seulement à la Troisième République qui nous renvoie. Au milieu des débats rôdent les fantômes du temps d'instruction. Parmi eux, Victor Duruy, Wetzel, etc. On avait l'habitude d'une nostalgie fondée sur le temps de pupitre de l'école, la Troisième République. Wetzel préfère remonter au Second Empire. Bah oui, moi ça ne me gêne pas, vous voyez. Alors je suis prêt à vous parler du guide républicain que François Fillon a fait éditer à 250 000 exemplaires en 2004, quand il était ministre de l'Éducation nationale et qui se trouve dans toutes les écoles, dans tous les collèges, lycées, tout ce que vous voulez. Je vous dirai toutes les erreurs qu'il y a dedans. Bon, déjà, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est le texte républicain par excellence, pas de chance. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 26 août 1789, elle a été votée, adoptée par une assemblée royaliste, puis elle a été approuvée et promulguée par Louis XVI, roi de France, devenu roi des Français. Il est question dans un discours de Jacques Chirac, président de la République, qui s'adresse à tous les parlementaires, à tous les ministres, des conquêtes de la République, en particulier l'abolition des privilèges du 4 août 1789. Moi, je croyais que la République avait été proclamée en septembre 1792. Chirac, il a quand même fait Sciences Po. Il est même sorti de l'ENA à la Cour des comptes. Il paraît qu'il avait une négresse, entre guillemets, qui était agrégée de lettres. Il en a fait ensuite la présidente de l'établissement public du château de Versailles. Vous voyez, sans doute pour la récompenser de parler comme ça. Puis dans ce guide, on revient toujours quand même à ce problème de l'émancipation des Juifs. Ah non, là, pas de chance. L'émancipation des Juifs, préparée par Louis XVI sous l'Ancien Régime, elle a été votée fin septembre 91 par une Assemblée nationale constituante royaliste, puisqu'elle a abouti à une monarchie constitutionnelle, et non pas à la République, cette Assemblée chargée de faire une constitution. Et elle a été ensuite promulguée par Louis XVI, il a été promulgué roi des Français. Dans le même temps, exactement à la même époque, il y a eu le premier décret d'émancipation des gens de couleur par Louis XVI. Et c'est Napoléon, sous l'Empire, un empereur, qui en 1808 a publié des décrets que les Juifs ont qualifiés de décrets infâmes vis-à-vis d'eux, qui les réduisaient à la situation d'autrefois. C'était des décrets renouvelables au bout de 10 ans, et Louis XVIII, en 1818, Louis XVIII, redevenu d'ailleurs roi de France, a refusé de les renouveler. Les Juifs doivent donc leur émancipation en France au roi et non à la République. Voilà, mais je pourrais vous en dire beaucoup plus sur leur guide républicain. J'en ai terminé. C'est du beau. Bien, eh bien, bravo et merci, à la fois pour votre dynamisme et votre humour. Je sais que vous aimeriez qu'on vous pose des questions. Les questions, s'il vous plaît, vous les posez très courtes, bien précises, bien claires. Et puis, quand on vous a répondu, s'il vous plaît, vous laissez parler une autre personne. Je dirais juste pour ma part quelque chose qui m'était venu en vous écoutant. Avec mon frère, on a entendu un jour à la radio une journaliste disant que les Antilles faisaient partie de la République française depuis le XVIe siècle. C'est pas mal non plus. Non, c'est pas mal. Pas mal non plus. Alors, qui lance la première question? Jean-Louis. Il n'y a pas de micro, on est désolé. Professeur, à côté des castes de seigneurs dont vous nous avez parlé, vous nous avez absolument pas parlé des syndicats. Or, quand on est parent ou grands-parents, ce qu'on lit dans la presse, toutes les fois que, au niveau de l'éducation nationale, vous avez des sujets graves qui sont complètement en train de foirer, les gens qui pourrissent tout, et quand on regarde l'histoire depuis 25-30 ans, même depuis 1945, sont quand même, on a l'impression que ce sont les syndicats qui sont
qui mène, ça a été dénoncé par Claude Allègre dans son bouquin sur toute vérité est bonne à dire, etc. Donc comment vous analysez le poids des syndicats? Parce que vous avez parlé de tout le reste, mais jamais des syndicats. Ah oui, parce que dans mon livre, j'en parle peu, parce que mon livre est très précis, je parle des dangers qui pèsent sur l'enseignement de l'histoire-géographie depuis 4-5 ans, parce que je ne pouvais pas tout traiter, et puis il y a vraiment beaucoup de symptômes graves qui sont apparus depuis 4-5 ans. Or, il se trouve que, pour ce que je dénonce, les syndicats n'ont pas forcément joué un mauvais rôle. Alors, pour la disparition de l'histoire-géographie comme discipline obligatoire en terminale scientifique, il n'y a que le SGEN-CFDT qui ait été favorable. Mais la FSU, le SNALC, tout ça, ont été des syndicats hostiles à cette décision. Et pour la disparition de l'inspection individuelle, tous les syndicats y ont été hostiles. Le drame, c'est que M. François Bayrou, eh bien, il a écrit un livre, La décennie des malappris, en 1990. Il se préparait à être ministre de l'Éducation nationale. Or, lui, il consacre 10 pages, sur 10 pages, il dénigre l'inspection des professeurs. Il dit que c'est une démarche infantilisante, et il dit ça dans tous les sens, ça n'a aucun sens. Les syndicats ne le pensent pas. Si les professeurs ne sont plus inspectés, je crois que c'est une véritable catastrophe. De ce côté-là, les syndicats n'ont pas cédé à la démagogie ambiante. Et pourtant, ils auraient pu dire, bah oui, que les professeurs soient promus n'importe comment. Bon, vous me direz que ce n'est pas exactement le sujet. Mais puisque j'ai été incité à parler de Bayrou, il a commis dans ce livre une énorme erreur. Il est agrégé de lettres classiques. Il avait échoué au concours de l'école normale, à l'issue de sa cagne. Il dit que c'est parce qu'il avait pas assez travaillé, il avait qu'à travailler davantage. Je crois que ça tient à d'autres choses. Je crois qu'il n'est pas très structuré. Et encore que l'échec à un concours ne signifie pas toujours grand-chose. Donc, M. Bayrou, il dit, ben voilà, je m'imagine professeur d'histoire, alors qu'il est plutôt classique, mais il s'imagine professeur d'histoire et je fais un cours sur l'Ancien Régime. Et dans les années 1780, je vais faire étudier aux élèves les rapports entre le roi, le gouvernement et le Parlement. C'est-à-dire qu'il s'imagine en Angleterre, ou il s'imagine dans la France d'aujourd'hui, il ne sait pas du tout qu'il y avait, je crois, 13 parlements sous l'Ancien Régime, que c'était essentiellement des cours de justice. Il croit que dans les années 1780, la fin de l'Ancien Régime en France, il y a déjà l'Assemblée nationale et le Sénat. Voilà. Voilà qui on a mis 4 ans ministre de l'Éducation nationale.